Bonsoir à toutes et à tous. Mediapart Live continue avec une voix majeure de la littérature francophone que nous accueillons ce soir et nous sommes ravis de l'avoir à nos côtés. Il pense, écrit l'Afrique depuis une vingtaine d'années, traduit dans une quinzaine de langues. Il navigue entre deux continents à défaut de pouvoir retourner dans son Congo natal où il est interdit, comme ses livres. D'un côté l'Europe, la France et de l'autre l'Amérique, la Californie où il enseigne à l'université de UCLA. Il est notre invité ce soir à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, Les cigognes sont immortelles, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Bonsoir Alain Mabanckou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés ce soir. Merci. À mes côtés pour mener cet entretien, Lucie Delaporte. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Dans Les cigognes sont immortelles, Oui. un enfant revient sur les 3 jours qui ont suivi l'assassinat du président Marian Gouabi à Brazzaville le 18 mars 1977. Nous suivons donc le regard d'un adolescent doux rêveur. Pourquoi avoir choisi la voix, les yeux de l'enfant? Est-ce pour adoucir une réalité très violente et se décaler avec de l'humour? Non, je pense que ce n'est pas un choix, ça s'est même imposé qu'il fallait que je revienne à la voix que j'avais à 11 ans. J'avais 11 ans aussi au moment de l'assassinat du président Marian Gouabi et j'ai pensé qu'évidemment, il était mieux non pas de regarder ces faits avec les yeux de l'adulte d'aujourd'hui, mais de reconvoquer cette voix que j'avais à l'époque et puis de laisser l'innocence de l'enfant comprendre les choses qui normalement sont réservées aux adultes. Autrement dit, ça aurait été un récit à la 3e personne, donnant de la morale ici et là. Eh bien, j'ai voulu un peu parfois créer ou bien installer ce personnage de rêveur, parce que moi-même aussi j'étais très rêveur dans mon enfance, et puis les événements, les percevoir tels qu'ils étaient à cette époque-là. Ce n'était pas un choix difficile, ce n'était même pas un choix, ça s'était imposé à moi. C'est comme lorsque je voudrais raconter, par exemple, un combat qui s'était passé en 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman, mais j'étais là aussi. Je prendrais forcément cette voix de l'enfance que j'avais. C'est pour rester dans la chronologie même de la narration. Mais en choisissant cette narration très enfantine, ce regard très naïf, est-ce que c'est pas aussi, vous ne craignez pas de minorer une réalité qui est là et qui est quand même assez terrible à ce moment-là? C'est l'assassinat d'un président, un coup d'État. Et n'est-ce pas trop de politesse à notre égard, nous lecteurs, une manière de nous ménager? Oh, mais le lecteur est suffisamment habile, très intelligent. Moi, je reste persuadé que le lecteur est même plus intelligent que l'écrivain. Le lecteur sait très bien que la meilleure façon de faire passer quelque chose, c'est par le biais de la fable. C'est pour cela que La Fontaine existe, continue à exister, alors que ses contemporains ont disparu, prennent de la poussière dans le purgatoire. Si aujourd'hui, on pense que la fable ou la dérision ou bien l'humour relève de l'adoucissement, je pense qu'on se trompe. Les vraies fables, les vrais livres que nous aimons, Cent ans de solitude et autres, sont des livres qui sont portés par l'humour, par la dérision, par l'éclat des rires. Moi, j'ai peur de cette littérature qui, pour s'exprimer, elle doit se mettre en costume 3 pièces avec un nœud papillon. Parfois, il faut écrire aussi en jean. Parfois, il faut écrire tel quel. Si vous voulez, en quelque sorte, épouser votre époque, il faut utiliser toutes les formes de langage. Moi, dans mon enfance, mes parents m'ont toujours raconté les histoires des monstres les plus horrifiants ou les plus terribles, mais en utilisant cette sorte d'humour. J'avais peur, je riais et j'essayais de me mettre entre la peur et le rire. Quand vous êtes dans une situation, vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes entre la peur et le rire. Et d'ailleurs, même s'il y a un assassinat, les gens parfois continuent à danser, à boire de la bière, à draguer les filles. Donc pourquoi voulez-vous que quand on devient écrivain, tout d'un coup, il faut être sérieux? Moi, j'ai peur des écrivains qui sont très sérieux. J'ai l'impression qu'ils gâchent quelque chose. En général, les écrivains sérieux rient une fois qu'ils n'écrivent plus. Mais moi, je fais le contraire.
Quand j'écris, je dois être à l'aise. Je dois mettre mes chaussons, je dois éclater de rire. Et quand je n'écris plus, je peux être sérieux. Oui, parce que cet enfant, Michel, qui est un peu votre double, Oui. parvient à dévoiler les faux-semblants de la société congolaise de l'époque. On pense à la visite très drôle de Ceausescu, avec les chants, vous pourrez peut-être le raconter, et que vous mettez en parallèle avec celle de Georges Pompidou. Oui. Est-ce que l'enfant, c'est pas celui qui, justement, arrive à faire tomber les masques, arrive... oui, à démasquer les contes que se racontent les adultes? Je pense que les enfants comprennent plus vite que nous. Ils ont un cerveau qui n'a pas de préjugés, ils ont une raison qui est étendue, alors que les adultes, nous avons des limites que nous imposent déjà les règles de la société qu'on a apprises. Il ne faut pas faire ci à telle heure, il ne faut pas faire ci à telle heure, et il ne faut pas dire ça, impossible, vous ne pouvez pas déplacer cette montagne, le monde entier a essayé, on n'arrivera pas. À un enfant, si vous dites ça, il ne comprend pas. Tous les jours, il va continuer à pousser la montagne, et un jour, quand vous allez sentir un petit tremblement de terre et que la montagne s'est déplacée, vous êtes étonné, un peu comme la fameuse formule qui dit que ceux qui trouvent que c'est impossible n'empêchent pas ceux qui essayent de le faire.